Bonsoir Blondie. Oui, bonsoir. J'ai travaillé pendant 10 ans au Hall. Oui. Et puis pendant 10 ans, je t'ai vu rue des Lombards. Oui. Ça fait combien de temps que tu es rue des Lombards? Oh, ça fait 30 ans. 30 ans? J'ai 30 ans. Et j'ai jamais osé t'aborder. Bon, Maintenant que j'ai une émission à la télé, je t'ai invité, remarque. d'accord, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir? Oui, je suis contente. Alors imagine comme ça qu'un jour, un soir, je passe dans la rue des Lombards et puis j'ai envie de toi. Oui. Et je t'aborde comme ça dans la rue et je te dis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, mais ça dépend. Hein. Je te demande d'abord qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Ouais. Hein. Alors, c'est à toi de me dire aussi un petit peu. Tu peux faire des choses un peu Ah compliquées? oui, oh, bah, ça dépend. Oui, si tu me le demandes, je l'ai fait. C'est quoi ta spécialité? Oh, ben, surtout le masochisme. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, tu peux faire quoi? Tu peux me fouetter par Me exemple? fouetter, oui, comme tu veux. Je peux t'attacher, je peux te faire un tas de choses. Ça, c'est mon domaine. Et après, tu m'attaches sur un lit? Je peux t'attacher sur un lit, sur une croix en bois, sur une roue. T'as une croix chez toi? Oui, j'ai une croix. Donc on est obligé d'aller chez toi, Voilà, on peut pas aller bah chez moi. oui, c'est chez moi. Tout mon matériel est chez moi. Donc tu peux m'attacher sur une Ah croix oui, en je bois? peux t'attacher sur une croix, te mettre dans un cercueil à l'occasion, si Ah tu bon. veux. J'ai un cercueil, j'étais même dans une cage avec mon gris-gris dedans. Voilà, mon vestitis, c'est tout ce qu'il faut. Et ton mystiti, c'est quoi? C'est un petit singe. Ah bon, et qu'est-ce qui fait mal aux gens? Ah oui, il peut te mordre. Ah bon? Ah oui, crois-moi qu'il mord bien. T'as intérêt à te défendre. Hein. Il y a des gens qui te demandent ça. Ah ben, il y en a qui me l'ont demandé, plusieurs, oui. Et le truc le plus fou qu'un mec t'ait demandé, c'est Ah ben, quoi? c'est d'avoir ouvert les parties. Ah bon? Vraiment? Ah oui. Et tu les ouvres avec quoi? Ah ben, ou alors j'ai un petit bistouri, une lame de rasoir, ça dépend. Je ne fais pas ça comme une bouchère, bien sûr. Ouais. Hein, c'est tout... vraiment, je le fais bon, avec l'art. Je ne vais pas m'amuser à faire prendre un couteau puis l'ouvrir les parties comme ça, non. C'est toute une liturgie. Voilà, d'abord je le consulte, je me transforme en docteur. Alors je lui demande d'abord, bon mais faites-moi voir où est-ce que vous avez vraiment mal. Alors il me dit, voilà, j'ai mal. Alors moi je fais mon diagnostic, je dis, ben voilà monsieur, vous avez un kyste sur une partie, c'est tout. Bon alors je vais voir si vraiment il veut que je le fasse, je lui redonne rendez-vous. Il me dit, bon quand il revient, il me dit, je suis d'accord, je veux que tu me le fasses. Bon alors j'ai mes clients que je prends, que j'habille en infirmière, moi je m'habille en chirurgienne, ils voient que mes yeux. Et bon alors je transforme mon appartement en bloc opératoire. Et alors là, bon, ben, je fais rentrer par un de mes clients le malade, parce que je le considère comme un malade. Et dès que je prends ou mon bistouri ou ma lame de rasoir, automatiquement, quand j'en fais une entaille, hop, il éjacule. Alors le jeu est terminé. Ah bon? Voilà. Il y a combien de gens à peu près qui pratiquent ce Oh, genre ben, de choses ça dans tes clients? dépend. Ça, c'est des gens en général qui cherchent une sensation forte, qui ne trouvent pas chez eux, ou qui ont d'autres problèmes, et puis qui veulent se sentir supérieurs, voilà. Tu as pas peur quand, par exemple, tu incises les parties d'un homme comme ça, que tu touches le sang, d'attraper des maladies maintenant avec, Ah non, tout je ce mets qui des se passe? gants, j'ai mes Ah, tu gants. mets des gants. Oh, j'ai des grands gants, comme une infirmière, comme un docteur. Oh, tout avec soin, tout est stérilisé, tous mes instruments. Non, non. Et les autorités savent que tu fais ça? Le savait, mais maintenant, j'ai dit que je n'exerçais plus. J'ai arrêté parce que quelquefois, des personnages comme moi, on a tendance à venir voir quel genre de personne que je monte, alors j'ai préféré stopper. Tu as des gens connus dans tes clients? Oh ben non, je ne sais pas, vous savez, je connais pas. Tu connais pas. Non, ouais, on ne se présente pas avec une carte d'identité chez moi. Mais dis donc, si tu attaches des gens sur une croix comme ça, Oui. t'as pas peur que ce soit un peu sacrilège quand même? Oh ben, bien sûr que ça tombe dans le domaine sacrilège, hein. C'est l'inconscient qui répond au sacrilège. Mais enfin, je le fais. Toi, tu es pas croyante? Si, je suis croyante, j'ai été élevée chez les religieuses jusqu'à 21 ans. C'est vrai? Je suis sortie de chez les religieuses, j'avais 21 ans. Et t'as commencé combien de temps après? 4 jours après. Oui, c'est vrai. Le premier homme que j'ai rencontré, malheureusement, paix à son âme, il est mort, c'était un proxénète notoire. En sortant de chez l'allergie? En demandant un renseignement pour une rue. Et je sortais de chez lui. J'avais encore mon chapelet dans mon sac. Je connaissais rien du tout. C'était la prédestination. Voilà, c'était ma vie. Mais ça choque pas tes sentiments religieux d'attacher Ah des ben clients sur non, une croix? non, pas du tout. Oh, non, non, je reste toujours très catholique. Oh, non, pas du tout. Oh, non. Alors les clients à qui tu fais tout ça, Blondie, c'est des clients réguliers ou c'est des clients qui... C'est des clients assez réguliers. C'est pas des gens que tu rencontres comme Ah ça non, dans la non, rue non, qui non, te je demandent leur ça ai la déjà première fait fois? des petites choses qu'ils m'avaient demandé avant, Ouais. et puis après on en arrive, bon...
Mais c'est jamais arrivé que quelqu'un que tu rencontres pour la première fois te demande des choses comme ça? Ah si, ça m'est arrivé. Si, il y en a qui me demandent vraiment d'être fouetté jusqu'au sang. Et si un client te demande une chose normale, c'est-à-dire juste de faire l'amour normalement, t'es d'accord ou tu lui dis, écoutez, moi, c'est pas vraiment... Non, je lui réponds que c'est lassant, on pourrait faire autre chose. Ouais, tu lui dis que toi, t'es plutôt... Ah oui, non, je lui dis pas, mais je lui dis, je pourrais te faire autre chose que toujours pareil, hein, c'est le rituel, alors non. Ça, t'es pas trop d'accord? Non. Alors ça vaut combien un truc très compliqué, style le cercueil, ça, style je peux pas dire. la croix? Parce que des fois, je garde la personne une journée chez moi. Une journée? Ah bah oui, parce que des fois, il y a des pansements à faire, parce que je rentre vraiment dans le jeu. Hein, bon, bah, quand j'ai fait des petits points de suture que je recoue avec l'aiguille, bon, il faut que je fasse des pansements et tout. Pour moi, c'est un malade, je le soigne comme si j'étais un docteur, voilà. Je le conserve chez moi une journée ou je le fais repartir le lendemain. Et des fois, il y a des gens qui restent plusieurs jours? 2 jours en général. 2 jours? Oui, 2 jours. Quand je les renferme dans un cercueil. Ah bon? Oui. Il y en a qui restent dans le cercueil? Oui, oui. Mais ils restent après avoir éjaculé ou avant d'éjaculer? Non, mais c'est eux-mêmes qui me demandent une journée entière ou c'est moi-même qui donne la punition. Ah bon? Oui, il y a eu quelque chose de pas bien fait ou de mal dit et c'est moi-même qui enferme la personne. Mais comment t'es arrivé à faire ça? Enfin, au début, tu faisais... Je le faisais normalement, puis après j'ai voulu me spécialiser, comme tout le monde cherche une spécialité, alors je me suis... Tu as trouvé ton créneau? Voilà, j'ai vu que c'était vraiment pour moi. Et dans la rue, là, il y a beaucoup de filles qui font ça? Là où je suis, non, je suis la seule. T'es la seule? Oui. Et à Paris, tu penses qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup qui pratiquent, oui. Et les gens, enfin sans trahir le secret, les gens qui viennent te voir, c'est plutôt des gens qui sont jeunes, qui sont âgés? Non, je ne demande pas leur... je ne veux même pas rien demander. Enfin, tu vois bien, ils sont plutôt jeunes, plutôt... Bah, j'ai de tous les âges. Il y a des jeunes aussi? Même de 20 ans. Il y en a de 20 ans? Même de 20 ans. Ah oui. J'ai de tous les âges. C'est très étonnant quand même. Ben non, c'est... chacun son petit vice, hein, chacun son petit truc, voilà. Ça, c'est étonnant quand même. Et après, tu vas faire ça pendant combien de temps? Oh, ben je ne sais pas. Ça me plaît bien de le faire. C'est mon métier, voilà. Tu prends du plaisir, toi, à faire ça? Bon, je ne rentre pas dans le jeu à mort, mais quand même, j'aime bien le faire, voilà. Quand on me le demande, je rentre dans mon jeu quelquefois. Parce que je soulage la personne, je vois que je lui fais du bien moralement et tout, et il repart de chez moi heureux, voilà. Il revient chercher chez moi quelque chose que, comme je vous dis, qu'il n'a pas ailleurs, ou alors peut-être plus contraignant ailleurs. Alors, ce que je lui fais subir moi, lui sévice, eh ben, il se sent plus supérieur pour affronter ce qu'il peut y arriver. Quand il sort de là, tu penses voilà. qu'il est mieux. Oui. Donc tu penses que tu as une fonction presque, presque médicale, Ah quoi. oui, oui, Hein? c'est nécessaire. Et tu fais quoi d'autre dans la vie à part ça? Je veux dire, quand tu fais pas ça, tu travailles combien de jours par semaine? Oh, ben j'ai des petites horaires. Je commence à 6 h le matin. À 6 h le matin? Oui, Pour y a des clients qui viennent faire ça de bonne heure? Bah oui, c'est bien, c'est sombre, c'est noir, c'est là que tout se passe. Ah bon? Et puis jusqu'à 2 h de l'après-midi. Ouais. Voilà, puis après, bon, je lis, j'écris. Voilà, Et tu habites dans l'appartement où tu fais ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je ferme ma porte à clé, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Je suis un autre personnage. Ah oui, voilà. Tu as un autre appartement dans un autre quartier où tu mènes une vie... C'est terminé, une vie sage, voilà. Et tu arrives à mettre beaucoup d'argent de côté quand même? Non, pas tellement, parce que l'argent de la prostitution, vous savez, c'est l'argent du diable, comme on dit, voilà. Tu le dépenses tout de suite? Voilà. Tu le gardes pas? Tu le donnes pas à quelqu'un? Ah ben non, heureusement. Je l'ai fait, mais plus maintenant. Maintenant, à mon âge, j'ai fait mes preuves dans le métier quand même. Voilà. Et tu as fait un livre? Oui. Ben, j'ai écrit la prostitution telle qu'elle était, telle qu'elle se faisait et telle qu'elle existait, voilà. Ça s'appelle comment ton livre? La Maculée. La Maculée? Oui, pas la sainte, bien sûr, celle qui a été souillée par tout ce que j'ai pu subir dans ma vie, par l'homme, quoi, qui m'a fait faire. Et tu as déjà connu de vrai amour avec un mec? Bon, quand j'étais jeune, mais plus maintenant, mes sens sont morts. Tes sens sont morts? Mais des fois, quand un de tes clients, t'as pas envie de... Non, pas du tout, non, non. Il y en a qui te proposent de te sortir de là? Oh, non, puis je voudrais pas, parce que c'est pas la peine. Je me plais dans mon métier, c'est tout. T'as des regrets d'avoir fait ce métier? Pas du tout. C'était ma voie. Si c'était à refaire, tu referais la même chose? Pareil. Ah oui. Merci. Voilà. Ça tourne, hein? C'est terminé de tourner?
Et tu peux nous dire là ce qu'ils sont devenus les autres membres de Culture Club, là, le John Moss, là, le batteur, là, celui qui avait fondé le groupe, là? Tous les mecs de Culture Club, hein, ils ont leur propre projet, toi, quand ils jouent tous dans des groupes différents. Moi, je me suis mis à jouer en solo, hein, je sais pas, moi. Je ressentais le besoin de m'exprimer, tu vois, quand j'ai besoin d'une plus grande liberté de parole. Hein. Ton show là, il s'appelle la Boy George Review là. C'est quoi la différence avec ce que tu faisais avant là? Tu peux l'expliquer aux gens qui t'ont pas vu là? J'ai appelé ça la Boy George Review parce qu'il y a d'autres personnes qui chantent, tu vois quoi. Ouais, il y a plusieurs personnes qui chantent. C'est un peu comme une soul review quoi, tu vois. Quand je vais à des concerts, je trouve ça vite ennuyeux, toi. Et je crois qu'on peut pas y aller juste voir comme ça quelqu'un, quoi. Il faut qu'il y ait une variété, quoi, tu vois. C'est un peu comme quand on est au théâtre. Il y a le personnage principal et puis, bon, tu vois, quoi, il y a plein d'autres personnages. Ils jouent des rôles différents, quoi, tu vois. Alors l'idée de ce show, c'est de donner, tu vois, leur chance à d'autres gens qui ont beaucoup de talent, tu vois, mais qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer, tu vois. Ce qui est important, tu vois, c'est les gens, tu vois. Moi j'ai de la chance, tu vois. Tu vois, ce qu'il faut à la musique, c'est amuser les gens, tu vois. Moi, j'ai de la chance parce que je gagne plein de pognon, là. Et je fais un truc que ça m'est, comment dire, naturel, tu vois. Je chante, tu vois, quoi. Je m'éclate, quoi. Alors, je pense aux gens, ils travaillent des fois, tu vois, 5 jours par semaine. Ils vont à des concerts. Moi, je voudrais leur donner quelque chose de drôle, tu vois, d'amusant, quoi. Et puis, l'important, évidemment, c'est les musiciens, ils soient bons. Hein. Et c'est vrai qu'un jour, Levine, il est venu te voir et il t'a dit, c'est quoi, là, toi, là, ton reggae préféré là, et toi tu as dit Everything I Own et il t'a dit on va l'enregistrer. C'est vrai quoi. C'est une reprise, alors tu vas faire plus que des reprises ou quoi là? Si on regarde l'ensemble de ma carrière, j'écris pas mal de chansons, hein. C'est la première reprise que je fais. C'est un tube, hein. Ouais, c'est un tube, mais enfin, maintenant, je vais écrire mon prochain album, toutes les chansons, toi, je veux dire, je vais commencer à travailler sur l'album, j'aime bien. Tu penses souvent à l'époque où tu étais au Tabou avec Trojan, Liboveri, Marilyn, où tu as oublié tout ça? En fait, ce concert, il était très spécial, tu vois, parce que c'était l'anniversaire de la mort de mon ami Marc, hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles le show est bon, parce que je suis vivant, tu vois. Et moi, je suis content d'être vivant. Je célèbre la mémoire des gens que je connaissais. Au nom de ces gens-là, je dois continuer de faire quelque chose de positif, tu vois. Et ce concert, il était important pour moi, parce que ça fait exactement 1 an que j'ai perdu mon meilleur ami. Et je voulais monter sur scène et donner tout ce que je pouvais, tu vois. Tout le monde a trouvé ça super. Ton dernier album s'appelle Salt et pourquoi? C'était juste une réflexion sur la presse britannique. J'ai pensé bien que ça fait avoir avec les cancans, parce que si tu vas au Daily Mirror ou au Sun et tu dis « Je peux vous vendre une rumeur à propos des poils », ils l'achètent 30 000 livres. Est-ce que tu sais qui t'a vendu? Oh, plein de gens. Trop pour qu'on les cite tous. Tu as un look très bizarre, mais tu es plutôt sage à l'intérieur. J'ai changé. C'est vrai que quand on a vaincu l'héroïne, on peut tout vaincre. Ça vous rend très très fort. Ça rend plus fort, mais je ne conseillerais à personne de commencer à en prendre. C'est une expérience que je ne souhaite à personne. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas l'effacer, mais ça fera toujours partie de mon passé. Je n'ai pas envie de parler de la drogue. Tu n'es pas mort comme Sid Vicious ou James Dean, et tu sais que tu finiras peut-être ta vie comme Liberace. Est-ce que ça t'inquiète? Oh non, ça m'inquiète pas. Ça ne t'inquiète pas de te dire que tu finiras dans des draps de soie et des roses? Ah, je trouve que c'est une question stupide.
Yes, why? I don't know, I just do, and I think, you know, it's a silly question too. And is it true that... C'est vrai que tu pratiques le bouddhisme? Par quoi ça se traduit dans ta vie de tous les jours? Le bouddhisme, c'est vraiment la religion du 21e siècle. Hein? C'est une religion elle a un côté vachement pratique. Il faut l'étudier pour bien la comprendre, tu vois. Mais je peux pas l'expliquer comme ça, tu vois, c'est difficile. Hein? Est-ce que tu n'es pas maintenant un intoxiqué du bouddhisme? Not even to Buddhism. Ah non, que je suis plus intoxiqué par quoi que ce soit maintenant. Moi, je regrette qu'en France, nous n'ayons plus des rois. Est-ce que tu es un monarchiste? Ah, il y a plus d'une reine en Angleterre, mon chou, et pareil en France. There's more than one queen in France too. Yes. And what about the main queen of England? You like her? You love her? Well, I don't love her. Oh, je l'aime pas vraiment, la reine d'Angleterre, mais enfin, je la préfère à Hitler ou à Le Pen. Yeah. You are happy with the monarchy in England? Tu es content avec la monarchie en Angleterre? Oh, ils sont très inoffensifs, ils font rien, ils s'engagent pas sur les vraies questions, soit c'est quelconque. Il paraît que tu aimes beaucoup Edith Piaf. Je pense que c'est quelqu'un d'assez fantastique, ouais. Tu connais des chansons? Quelques-unes. No regrets. No regrets? You can sing it? No, no regrets. Yes, I will have no regrets. I know. Non, rien de rien, je ne regrette rien. No, no rien. Je ne regrette no rien. Last night my mother said to me, I'm sick of making history. There's got to be another way. But we got all these bills to pay and they ain't just gonna go away. Like a factory about to be shut down. Another factory about to be shut down. So did you hear it? I'm sold. 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 You're gonna like this one. You're gonna like this one. I do. See, if Mr. Bobo was a man, he'd tip the hat, he'd pass the can, but he don't talk for you and me. I saw him on the BBC. His eyes look like a factory about to be shut down. His eyes look like a factory with the lights out, about to be shut down. So, did you hear it? I'm sold. Did you hear it? I'm sold. Yes, I'm sold. Did you hear it? I'm sold. Did you hear it? Last night my mother said to me, I'm sick of making history. There's got to be another way for you to be. Last night my mother said to me, when you grow up, what will you be? If not the white minority, at least protect me. I'm not a factory that's about to be shut down. Did you hear it? I'm sold. Did you hear it? I'm
Alors, cela fait 10 ans que vous êtes académicien. Qui aimeriez-vous accueillir sous la coupole? Il y a 2 hommes que je souhaiterais voir entrer à l'académie. L'un, c'est trop tard, c'est Anouilh. Donc c'est bien dommage qu'il n'y soit pas entré. Et l'autre, il est encore temps, c'est Julien Gracq. Et votre cousin, Roger Perfit. Parce que j'ai appris que vous appelez en fait Roger Perfit, vous aussi. De naissance, je m'appelais Roger Perfit. Vous avez demandé à la justice de changer de nom. Absolument. C'était avant qu'il fasse tous ces scandales. Vous êtes très bien informé. C'était avant qu'il fasse tous ces scandales. Vous passez des journées à préparer cette émission et puis vous me cueillez à froid. Nous ne sommes pas à armes égales. Si, tout à fait, parce que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi du débat. Écoutez, c'est vrai que je m'appelais Roger, c'est le prénom que m'avaient donné mes parents. Et étant donné que les livres qu'il faisait provoquaient quelques scandales. Des amitiés particulières par Roger Perfit. Il y avait quelques avantages à ce que je me dissocie, je me diffère de lui. D'ailleurs, c'était avantageux pour lui aussi. Il n'y avait pas intérêt à ce qu'on nous mélange. Et alors, j'ai changé de prénom par un jugement du tribunal, car il faut un jugement de tribunal pour changer de prénom. Et je suis devenu Alain depuis lors. Mais ça vous gêne pas? C'est moins difficile que de changer de sexe, mais quand même, c'est difficile. Vous êtes devenu Alain à quel âge? À 28 ou 29 ans. Et ça vous gênait pas d'un seul coup de s'appeler Alain comme ça? C'était votre deuxième prénom peut-être? Non. C'était un prénom qui me plaisait. Ah bon? Alors d'habitude, on a le prénom qu'on n'a pas voulu, que les parents ont choisi pour vous. Tandis que là, j'ai choisi mon prénom. C'est un prénom qui me plaisait bien. Je trouvais qu'il faisait une bonne consonance avec mon nom. Et je l'ai choisi. Alors, comme il est très différent de Roger, on me distinguait nécessairement de lui. Vous le voyez pas mal? C'était d'autant plus gênant qu'il était diplomate et il était écrivain. Et j'étais diplomate et je voulais devenir écrivain. Et j'avais déjà commencé à écrire. Alors, il y avait tout de même avantage à ce que nous nous distinguions l'un de l'autre. C'est l'homonymie parfaite au départ. C'est l'homonymie parfaite. Et si vous voulez rentrer à l'académie, vous l'aideriez? Je ne suis pas sûr que mon aide suffirait à le faire entrer. Quand j'ai été moi-même élu, il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans maintenant, il a dit « Les académiciens se sont trompés, c'est moi qui voulais t'élire. » Ils se sont trompés de perfide. Ils se sont trompés de perfide, c'est l'autre qu'ils ont élu. Ouais. Je crois qu'il y aurait quelques difficultés. Mais je trouve qu'en tant qu'écrivain, il mériterait d'y entrer. Alors quand vous étiez ministre de l'Information, vous aviez d'ailleurs dans votre cabinet, j'ai appris ça, je ne savais pas, Monsieur Contamine et Monsieur Anne, qui étaient dans votre cabinet à l'époque, quand vous étiez ministre de l'Information. C'est vrai que vous appeliez le patron du journal télévisé pour lui demander son sommaire? C'est vrai que ça se faisait jusque-là. C'est vrai que j'étais le 33e ministre de l'Information depuis la guerre. Et depuis le premier jusqu'au dernier de ces 33 ministres de l'Information, c'est ce qui se faisait. Le journal télévisé se faisait dans le bureau du ministre de l'Information. Quand mon prédécesseur m'a passé les consignes, m'a passé la main, il m'a montré une batterie de sonnettes qui était sur mon bureau. Alors l'une permettait d'appeler le directeur général, l'autre le directeur des journaux, le troisième le directeur de la télévision, le quatrième le directeur de la radio, et ainsi de suite. Et on peut dire que ça m'a surpris. Ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'avais été pendant 10 ans diplomate, j'avais vécu à l'étranger, je savais comment les choses se passaient en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne occidentale. Je me suis dit, c'est pas possible, nous sommes un pays occidental, nous sommes un pays libéral, c'est pas possible qu'on fasse comme dans les pays de l'Est. Ça vous rappelait Cracovie, quoi? Ça me rappelait Cracovie, absolument. Et je me suis juré de faire évoluer ce système. Alors pendant les premiers temps, puisque j'étais dans le système, puisque j'étais le vrai patron de la radio et de la télévision, bien, il fallait que j'assume ces fonctions, mais je n'ai rien eu de plus pressé que de préparer un nouveau statut que j'ai fait voter en 1964, le statut de l'Office de radiodiffusion et télévision française, et j'ai imposé par la loi des distances entre le gouvernement et la radio et la télévision, et à partir de ce moment-là, plus jamais le journal télévisé, le journal radio ne se sont faits dans le bureau du ministre. C'est un grand libéral, finalement. Vous avez été victime il y a à peu près un an. Enfin, vous n'avez pas été victime, vous avez été la cible d'un attentat dont quelqu'un d'autre, malheureusement, a été victime. Aujourd'hui, on a arrêté Max Frérot. Il nie avoir été l'auteur de cet attentat. Imaginez qu'un jour, il avoue ou qu'on arrive à prouver qu'il était l'auteur de cet attentat. Est-ce que vous pensez qu'il mérite la peine de mort pour ça?
je ne pense pas qu'il mérite la peine de mort pour avoir essayé de me tuer. Si c'est lui qui l'a fait, puisqu'il n'a pas avoué. Par parenthèse, un terroriste qui rate son affaire ne se vante pas de l'avoir raté. Il n'y a pas seulement les policiers qui font des bavures, les terroristes en font aussi, la preuve. Ils veulent travailler pour l'action prolétarienne et puis ils tuent un prolétaire, c'est plutôt raté. C'est vraiment une bavure. Donc Max Frérot n'allait pas avouer cette bavure tant qu'on ne pouvait pas la prouver. Donc ce n'est pas parce qu'il nie que ce n'est pas lui qui l'a fait. Mais il est possible que ce ne soit pas lui, il est possible que ce soit un autre. D'ailleurs, il n'était sûrement pas seul pour faire une filature, pour connaître les habitudes des gens. Il faut plusieurs. Est-ce que si c'est, enfin, que ce soit lui ou pas, est-ce que vous pensez que... Alors, la peine de mort, c'est un problème qui reste ouvert. Moi, je pense qu'il a été très imprudent de la part de mon successeur et de la part du gouvernement de 1981 de faire voter la peine de mort contre le gré des Français. Le même jour où cette peine de mort a été abolie, les 2/3 des Français disaient qu'ils étaient pour son maintien. Ouais. Ben, on n'a pas le droit de violer un peuple quand on est démocrate. Ça peut conduire à la démagogie, ça aussi. Non, parce que la démagogie, ça consiste à suivre les impulsions. Et ça, ce n'était pas une impulsion, car depuis 10 ans, depuis 1971 exactement, les Français ont toujours manifesté avec la même continuité et sans aucune exception, et avec la même majorité des 2/3, donc une écrasante majorité, qu'ils étaient pour le maintien de la peine de mort. Mais vous, personnellement? Alors, personnellement, j'ai toujours été péniblement impressionné par le fait que, dans un État civilisé, on tue volontairement quelqu'un. Et donc, la peine de mort me fait horreur. Mais j'ai estimé, pendant les 4 ans que j'ai été garde des Sceaux, que je n'avais pas le droit de prendre cette décision, ou de la faire prendre par le Parlement, puisqu'elle relevait du Parlement. Premièrement, pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y avait pas de majorité au Parlement pour la voter. Et deuxièmement, parce que je trouvais qu'il ne fallait pas ôter aux Français ce qui était la clé de voûte de leur système pénal. Et il est certain que le sentiment d'insécurité n'a fait que progresser depuis l'abolition de la peine de mort. Vous êtes croyant? Oui. Ça ne vous gêne pas en tant que croyant d'être assez favorable à la peine de mort? L'Église catholique et le pape lui-même, à plusieurs reprises, ont dit qu'ils étaient hostiles à la peine de mort si elle n'était pas appliquée suivant des règles équitables, en donnant toute garantie à l'inculpé, à l'accusé. Et si les choses n'étaient pas faites d'une façon parfaitement équitable, mais ils n'ont jamais condamné la peine de mort. Des évêques français ont condamné la peine de mort, mais l'Église en tant que telle, le pape ne l'a pas condamné. Est-ce que cet attentat vous a rendu plus croyant? Le fait d'y avoir échappé, est-ce que vous y voyez une présence divine? Ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Je pensais que j'avais vu la baraka, mais j'ai pensé aussi qu'un pauvre innocent, enfin, le mot d'innocent n'est pas tout à fait approprié puisque j'estime que j'étais innocent aussi. Enfin, un homme qui était totalement étranger à la lutte que j'ai menée dans ma vie et donc au risque que j'ai assumé, puisque le métier politique est un métier à risque, à haut risque. C'était totalement injuste, c'était révoltant qu'il soit mort. Et si j'en veux à Max Frérot ou à ce terroriste qui a fait cet attentat, ce n'est pas tellement de m'avoir pris pour cible, c'est d'avoir assassiné un innocent. Alors à l'Imperfide, nous avons avec nous Dominique Jamais. Est-ce que Dominique Jamais donc s'est singularisé dernièrement dans un journal qui s'appelle Globe, a appelé François Mitterrand à se représenter, bon, ce qui lui a valu d'être viré illico presto par Philippe Tesson. Alors imaginons qu'au Figaro, il y a un journaliste, vous êtes président du comité éditorial, il y a un journaliste comme ça qui a signé cet appel dans Globe en disant voilà, il faut que Mitterrand se représente. Est-ce que vous l'auriez foutu dehors, vous? Je dois dire que je comprends qu'il ait sa liberté de jugement, mais je comprends aussi un directeur de journal
qui cherche à obtenir que ses lecteurs trouvent une cohérence dans ce journal. Alors j'imagine que les lecteurs du quotidien de Paris ont été assez surpris de cette profession de foi, et je comprends l'attitude de Philippe Tesson. La question ne s'est pas posée au Figaro. Si ça se posait. Ça poserait un sérieux problème. Bon, d'accord, ben, voilà une réponse de diplomate, mais voilà une réponse quand même. Alors Dominique, non seulement tu as dit qu'il fallait que Mitterrand se représente, mais en plus, tu as écrit une lettre ouverte dans Le Matin, je pense, en disant à Jacques Chirac qu'il ne fallait pas qu'il se présente, lui, par contre. C'est qu'il ferait un bon maire de Paris, mais que comme président de la République, c'était peut-être moins bien, alors. On commence par là? On commence par où tu veux. Non, je ne sais pas. Non, parce que si effectivement j'ai écrit une lettre ouverte à Jacques Chirac en lui conseillant, non pas en le suppliant comme on me l'a fait dire, mais en lui conseillant de ne pas se présenter à la présidence de la République, ça découlait très logiquement de l'engagement précédent. C'est-à-dire que je souhaite effectivement que François Mitterrand se représente à la présidence de la République. On va peut-être en reparler. Je crois, au moment où nous parlons, qu'il va se représenter. Et je pense que s'il se représente, il sera réélu. Si même Dominique Jamais lui demande, je pense qu'il va le faire maintenant. Non, je vous en prie, ne m'attribuez pas une influence que je n'ai nullement. Mais dès l'instant que je pense qu'il va être réélu, je peux me tromper, mais je crois qu'il va être réélu. Donc vous m'accorderez que très logiquement, il va battre les adversaires qui lui sont opposés. L'un de ces deux adversaires, c'est Raymond Barre. Il joue qui tout double, président ou rien. Il n'est rien à l'heure actuelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose, mais, rien d'institutionnel, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas président d'un parti. Donc le risque qu'il prend est énorme pour lui, et c'est tout. Jacques Chirac, au contraire, à l'heure actuelle, est à la fois président du parti le plus puissant de la majorité et Premier ministre, chef du gouvernement de la cohabitation. S'il se présente et qu'il est battu, et le raisonnement est extrêmement simple, il perd la légitimité qu'il a acquise en mars 86 en étant le vainqueur des élections. Et il est tout à fait impossible que quelqu'un qui a ainsi perdu sa légitimité soit reconduit comme chef du gouvernement. Il me semble même qu'il met là en danger son poste, son statut de président du parti le plus puissant de la majorité. C'est donc en toute amitié que je lui conseille, que je lui conseillais, dans cet article, de ne pas se présenter. Et j'ai vu avec intérêt d'ailleurs que, si la chose est exacte, que quelques-uns de ses conseillers parmi les plus proches, on citait les noms de Denis Baudouin, de Maurice Ulrich, lui ont conseillé également, je ne sais pas si c'est après avoir lu cet article ou s'ils ont réfléchi par eux-mêmes, je pense qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes, lui conseillaient également de ne pas faire cette faute. Si vous donnez à Jacques Chirac ce conseil de ne pas se présenter, c'est parce que vous lui voulez du bien. Et si vous donnez à François Mitterrand le conseil de se présenter, c'est que vous lui voulez également du bien. Eh bien, en se plaçant de ce point de vue-là, c'est-à-dire du bien de Mitterrand, je pense que vous devriez lui conseiller de ne pas se présenter, pour deux raisons. La première, c'est que, contrairement à ce que vous venez de dire, son élection n'est pas du tout assurée. Pour le moment, il bénéficie de cette espèce de sacralisation que comportent les institutions. Il est un personnage au-dessus des partis, il est l'arbitre national, c'est la Constitution qui veut ça. Et les Français ont parfaitement compris l'esprit de cette Constitution et de ce régime. Par conséquent, il bénéficie de cette sacralisation. On s'incline devant lui, comme jadis on s'inclinait devant les empereurs chinois. Mais, à partir du moment où il est candidat et non plus président, sa légitimité a disparu. Et il faut qu'il prouve qu'il pourra être un bon président une deuxième fois. Et alors, ça change complètement le problème. Et d'ailleurs, souvenez-vous, le général de Gaulle, en novembre 1965, au début de la campagne présidentielle, était crédité par l'IFOP de 69% des intentions de vote. Et 3 semaines après, les 69% s'étaient réduits à 44%. Comme Giscard en 81. Et Giscard, ça a recommencé en 81. Autrement dit, la période de la campagne électorale est une période terrible de désacralisation. Le roi est nu, ce n'est plus un roi. Madrid, Berlin, vivre dans les capitales de la nuit. Compte à
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Gainsbourg? Parce qu'il a fait la photo de ton disque, tu as fait 2 chansons qui s'appelaient Gainsbar et l'autre qui était consacrée à Lulu. Comment ça s'est passé le travail là? Au niveau travail, c'était génial. C'était une collaboration artistique tout à fait intéressante pour moi. Parce que pour moi, j'étais fan. Tu l'as rencontré comment? Je l'ai rencontré, j'étais le voir en lui demandant de faire une chanson sur un de mes textes. Et il se trouve que ce texte s'appelait I Love You Lulu. Je l'avais pas écrit pour lui. Et ensuite, c'était coïncidence, quoi. Il m'a dit qu'il s'appelait Lulu, je suis sortie avec lui dans pas mal de boîtes de nuit. J'ai lu beaucoup, bien rigolé. T'as eu une aventure avec lui? Oui, j'ai eu une aventure avec lui. Et alors, comment il est? Il est très bien. Il est très bien, avec ce qu'il boit, il peut pas être très bien. Il boit pas tout le temps. Ah bon? Il boit pas tout le temps. Et quand il boit pas, ça va, il assure? Ça va, il assure, même quand il boit, il assure. Ah bon? Pas spécialement au niveau affectif, mais au niveau boulot, il assure vraiment. Au niveau boulot, mais au niveau affectif? Au niveau affectif, c'est un mec super. Moi, je le vois pas en train d'assurer au lit, Gainsbourg. Bon, ça c'est privé, ça. Bah non, c'est pas privé, c'est pas grave. À partir du moment où tu dis que tu as eu une aventure avec lui, tu peux en parler. J'ai une histoire avec lui, j'ai pas envie de parler des histoires sexuelles avec Gainsbourg. Mais tu confirmes quand même qu'il peut encore assurer. Je confirme qu'il peut assurer. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est un scoop. Et maintenant, vous êtes fâchés, non? Il paraît qu'il t'a rencontré l'autre jour sur un plateau de télé. Les informations vont vite. Non, je sais pas. Fâchés, non, on n'est pas fâchés. Ça faisait partie d'un moment d'une vie, comme ça, pendant 2-3 mois. C'était un parcours initiatique pour moi de rencontrer ce mec-là. Et puis ensuite, bon, j'ai d'autres choses à faire, lui aussi. Et voilà. De quoi? Ouais, bah on a le champagne, c'est bon, on va pouvoir le faire. C'est ce que tu as sur toi. La route qui nous mène loin du monde et des problèmes. J'ai fui, il fuit, comme la gazelle aimable au gracile des velours. Alors Bianca Tam, vous publiez chez Lafon un livre qui s'appelle Thé à l'opium, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouve que c'est une histoire absolument extraordinaire. Alors vous êtes originaire d'Italie, d'une famille assez bourgeoise, non? Vous étiez élevé au couvent? Oui, j'étais au couvent des dames anglaises à Rome. Et alors quand vous étiez petite, d'abord vous êtes la nièce du pape, duquel le pape? Le papa Achille Ratti. C'est-à-dire Pie XI. Pie XI. Et quand vous étiez petite, vous étiez très amie avec les fils de Mussolini. Oui, c'est ça. Ils étaient comment les fils de Mussolini? Oh, c'était des beaux garçons, tous les deux. On était dans la même classe au lycée. Et on s'amusait bien à la Villa Torlonia, la maison de son père. Ouais. On faisait des fêtes, on allait à cheval quelquefois. Et on s'est bien amusé. Et le père, vous le rencontriez de temps en temps, Benito? Je l'ai rencontré une fois seulement. Et alors? Quand on a eu une fête entre jeunes, il est venu nous voir, il a dit « Oh non, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi », il est sorti. Ah bon, d'accord. Oui. Il était gentil? Oh oui, très à l'aise. Alors, un jour, et c'est là que votre vie bascule complètement, vous rencontrez un général, enfin c'était pas général, à l'époque c'était un officier de Chiang Kai-shek, qui vient en Italie et qui s'appelle Monsieur Tam.
qui faisait ses études en Italie. C'était un Chinois qui faisait ses études en Italie. Oui, c'était envoyé par le gouvernement chinois. Voilà. Il a fait toutes ses études militaires en Italie. Voilà. Et alors, vous le rencontrez, et votre vie bascule, vous tombez complètement amoureuse de lui. Oui. Vous sentez que c'est votre amour, quoi. Tout de suite, il n'y a pas de discussion, quoi. C'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Alors, c'était quand même un sacré loulou, votre monsieur Tam, parce que le jour de votre nuit de noces, vous partez en voiture, il vous amène dans un hôtel et il vous fait boire du thé à l'opium. Oui. Ça vous a pas surpris, ça? Mais je l'aimais tellement et j'étais si jeune que je voulais faire tout ce que ça lui faisait plaisir. Ah bon? Ah bah, dis donc. Oui. J'aurais bien aimé vous rencontrer, moi, alors. N'est-ce pas? Vous aviez quel âge à l'époque où vous buviez du thé à l'opium? 18 ans. 18 ans? Oui, et très pure, vierge. Vous savez, aujourd'hui, ça ne passe pas tellement. Mais vos copines, elles n'étaient pas comme vous, quand même. Il n'y a que vous qui étiez comme ça, non? Non, oui. Non, vous étiez exceptionnel, quand même. Non, dans ce temps-là, il y avait des femmes, il y avait des jeunes filles à peu près comme moi. Ah bon? C'est pas comme moi. Qui avaient envie d'exotisme? Ah oui, mais ne savaient pas le prendre. Elle ne savait pas le prendre. Alors vous partez en Chine, vous arrivez là-bas, vous découvrez que vous faites des enfants d'abord, hein. Vous avez fait beaucoup d'enfants? Oui, j'ai fait beaucoup d'enfants. Avec les Chinois, mon mari chinois, j'ai fait 7 enfants. 7 enfants. Et vous découvrez que finalement, bon, en dehors du coton, ils cultivent l'opium. Ça vous choque pas beaucoup? Non. Mais c'est un truc qui est très étonnant dans votre livre, c'est que finalement, tout ça vous arrive, mais bon, vous voyez ça avec des yeux d'enfant. Vous n'avez pas vraiment de jugement moral ou de jugement... L'éducation des bonnes sœurs, vous n'avez pas tellement marqué quand même. Non, on ne savait même pas ce que c'était l'opium quand j'étais au collège. Même en Europe, on ne savait pas. C'est-à-dire que le jour de votre nuit de noces, quand vous avez pris une thé à l'opium, vous ne saviez pas que c'était de l'opium? Non, mais on ne connaissait pas l'opium ici. Ce n'est pas comme maintenant. Non, on ne connaissait pas du tout. C'était tout à fait une chose d'Extrême-Orient. Ah, c'est une drôle d'histoire. Donc vous arrivez là-bas, vous faites des enfants, et lui, il part tout de suite à la guerre. Il vous laisse. Et alors là, il y a une chose qui est assez étonnante d'ailleurs, c'est qu'un jour, vous êtes endormi, enfin pas vraiment endormi, vous pleurez un peu, vous êtes un peu triste, parce que votre mari n'est pas là. Et il y a la servante qui s'approche de vous, l'ama qui s'approche de vous, et qui commence à vous faire des câlineries un peu partout, quoi. Oui, c'est amusant. Ouais, et vous êtes aperçu après que la mère le savait? Ah oui, je pensais. Je pensais que les Orientaux aiment ça, parce que quand le mari n'est pas là, la femme... a un besoin instinctif d'amour, n'est-ce pas? D'affection et de sortes de choses. C'est une chose même physiologique. Et alors, une autre femme fait ça au lieu d'un homme. C'est pas mal, oui. Ça vous a plu? Oui? Vous allez recommencer après? Je vais recommencer maintenant. Après, ça tourne mal, toute cette histoire, parce que bon, vous le suivez au front, vous habitez dans une petite maison avec lui, une petite maison en bois. Puis je ne sais pas ce qui se passe, un jour vous apercevez qu'il vous trompe avec une infirmière. À ce moment-là, vous faites un truc fou, c'est-à-dire que vous allez à Shanghai. C'était quand même une ville à l'époque assez extraordinaire. Il y a dans votre livre une très belle description de Shanghai qui est partagée à l'époque entre les différents pays d'Europe, avec les légations, avec les quartiers, tout ça. Oui, c'était une ville fantastique. On ne peut même pas la comparer à la New York d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était une ville... quelque chose d'extraordinaire où des gens faisaient l'argent, où des gens tuaient, où des gens... Enfin, la bagarre. Mais quand même, je devais rester là parce que la seule ville que je pouvais rester avec mes enfants dans un hôtel... Vous vous installez à l'hôtel, d'abord dans un bel hôtel à l'Impérial, et puis ensuite dans un hôtel un peu moins cher. Et alors, il y a une amie à vous qui s'appelle Nancy Lee, c'est ça, non? Oui. Qui vous dit, voilà, on va ouvrir un restaurant, elle a loué tout un étage, et vous ouvrez un restaurant et vous organisez comme ça des dîners, vous faites rencontrer des gens. Oui. Elle faisait déjà, elle était déjà dans le gouvernement sino-japonais dans les temps. Et elle faisait des dîners, organisait des dîners entre des ambassadeurs, des gens, enfin, pour avoir pour des liaisons d'espionnage. C'est vrai que c'est une dimension qui est intéressante dans votre livre, c'est justement la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, vue de l'Orient. C'est-à-dire, on voit comme ça, effectivement, les Japonais qui ont envahi pratiquement tout l'Extrême-Orient, à commencer par la Chine. Parce que les Japonais étaient sûrs qu'ils allaient gagner la guerre. Oui, les Allemands aussi. Les Allemands aussi. Il était sûr. Les Italiens aussi. Les Italiens. Mais pour le pauvre Mussolini, il a mal fait d'entrer en guerre. Quand même. Je pense que le Japon
Les Japonais m'ont dit, tu dois nous donner des informations, parce que tu le sais. On peut le savoir d'autres façons, mais alors, quand on gagnera la guerre, tu seras... C'est votre côté Matahari, c'est-à-dire que là, vous commencez à... Alors, il y a un truc quand même qu'il faut dire, c'est que il vous arrive souvent, dans ce restaurant, de finir la nuit avec des clients quand même. Oui, parce que c'était des gens où je pouvais absorber des informations. Et alors, j'étais obligée. Vous savez, les informations, on les prend mieux quand on est... Sur l'oreiller, comme on dit en France. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir passé toutes ces nuits avec tous ces hommes que vous ne connaissiez pas? J'ai oublié. Vous avez oublié? J'ai une force, moi. J'oublie toujours. Ça, c'est un peu dur quand même, comme époque, non? L'époque maintenant? Non, pas maintenant, l'époque quand vous finissiez la nuit avec des Japonais, des Allemands, des Français. Oui, dans ce temps-là, tous ces gens de rencontre comme ça. Mais c'est un sacrifice et je n'avais pas moyen de faire d'autre. Alors après, il y a la fin de la guerre, il y a les bombes atomiques qui tombent sur le Japon, donc tout s'arrête. Et là, vous avez quand même des problèmes, ce qu'on appelait en France la libération, disons. Oui. Vous avez été condamné quand même. Enfin, pas condamné, vous étiez en prison. J'étais en prison et après, j'ai passé la cour, et le tribunal, le militaire avant, et après civil ailleurs. Après, j'étais condamné à mort. Vous étiez condamné à mort, mais en prison, vous débrouillez quand même en prison de trouver un joli, un joli japonais, hein? Oui. Vous avez préparé un petit bassin pour nettoyer votre linge, là. Hein? Avant tout, j'ai fait l'amour avec mon mari et j'ai fait un autre enfant. Ah oui, d'accord. Et le septième... Vous avez épousé le consul français à Canton aussi? Oui, à Canton. Vous trafiquez de l'or à ce moment-là? Oui. Vous avez eu un destin extraordinaire, non? Oui. C'est étonnant toute cette histoire, non? Vous avez quel âge? Moi? Alors, je veux vous dire, je suis un phénomène avant tout. Non, mais, non, mais ça, si vous êtes là, c'est que vous êtes un phénomène, ça c'est sûr. Alors, avant tout, je dois vous dire que je ne suis pas de ce planète. Oui. Je suis un extraterrestre. Oui. Comment on dit à ça en français? Extraterrestre. Extraterrestre. Alors, comme extraterrestre, comme terrestre, je peux dire que j'ai 73 ans. Vous avez 73 ans? Oui, c'est ça. Ah, dis donc. Mais quand je viens de l'autre hémisphère, peut-être que c'est différent. Je vous félicite, je vous fais une bise. Merci Bianca, vous êtes très bien. Alors maintenant, on va voir une séquence qui s'appelle Album. C'est un photographe qui s'appelle Sylvain Bergère qui va dans toutes les boîtes de nuit de Paris et qui photographie les gens qui s'amusent. Et ça, c'est le best-of de l'année, c'est les meilleures photos de l'année. Alors, regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. Oui. Ça commence à Montmartre avec Popeye. Ça continue avec Claude Lourcet, l'auteur des 5 dernières minutes. Toujours Montmartre. Le Vistre, rue Saint-Denis, on joue au boule à la cave. La feria de Nîmes, comme la feria des vendanges. Les Gypsy Kings, ils s'amusent. Défilé Christian Lacroix. Défilé Éric Bergère. Francis Bacon, Galerie Le Long. Sylvie Skenazy expose au bain quand elle bosse pas chez Lacroix. Elle est vaducule, rue du Faubourg Saint-Antoine. La FIAC au Grand Palais. Le Palace, Faubourg Montmartre. Balageau, rue de Lapin. Gibus, rue du Faubourg du Temple. Le Salon, rue Saint-Honoré, c'est fermé. Les trottoirs de Buenos Aires, rue des Lombards. Christian Vander à l'Excalibur. Le Don Carlos, rue Massarine. Baiser salé, rue des Lombards. L'Escale, rue Monsieur le Prince. Régine, rue de Pontieux. Le Flashback Pop-Pop, rue des 4 Vents. La Java, rue du Faubourg du Temple. 5e avenue, avenue Foch. Le Studio A, rue de Pontieux, à côté de chez Régine. Le Rex, boulevard Poissonnier. La Nouvelle Ève, rue Fontaine. Le Royal Lieu, rue des Italiens, là où il y avait le monde. Le Bataclan, boulevard Voltaire, on peut amener les enfants, merci Kruger. Distrito, Corti, le mardi, rue Berger. Hardy Fess, dans ses pires moments. Ubi, le fiancé de Marie Seznec, Claude Chal,
et les chouchous de l'année 87. Ce que vous voyez là, c'est un talk show là-haut, vous voyez? Ouais. Alors comment c'est? Là, c'est un talk show. Alors tu dis par exemple Jean-Pierre Calfon, bonsoir. Boris Bergman, bonsoir. Vous venez de sortir un disque. C'est le mec qui fait le talk show qui dit ça. Alors vous venez de sortir un disque, L'amour à la gomme, qui est vachement bien. C'est quoi l'amour à la gomme, mettons? Bah c'est quoi l'amour à la gomme? Tu vois, ça c'est un talk show là. Alors je vais dire que je l'ai déjà beaucoup dit, alors je vais laisser Boris parler. Allez, vas-y Boris. L'amour à gomme, c'est une petite chanson dont Jean-Pierre a eu l'idée au départ, faut bien le dire. Le titre, j'ai eu l'idée du titre. Et au départ, pour nous, c'était bon, l'obligation de mettre des petits chapeaux, alors qu'on n'en mettait pas. Mets ton chapeau, Albert. Voilà, et de passer directement, passer la douane après le coucher de soleil sur l'Adriatique, tu vois. Et ça nous posait des problèmes. Puis c'était aussi l'amour à la gomme. Il y a toutes 20 ans de petites libertés sexuelles qui partent en fumée, quoi. Ouais. Alors il a une très belle phrase, ton pote. Il dit que c'est l'endroit qui donnait la vie et maintenant c'est l'endroit qui peut donner la mort. C'est extraordinaire. Avant on mettait des capotes pour pas attraper la vie, voilà. Maintenant c'est pour pas attraper la mort. Voilà. Alors après 20 ans de libération, voilà, on en est ramené. Puis il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 1 an, on a commencé plein de pubs et tout. Puis il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour savoir moi, qui suis soi-disant quelqu'un de libre, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Alors ça m'a tellement pris la tête et puis il y avait plein d'histoires. T'as exorcisé là. Et ça m'a donné l'idée de ce titre, parce que je trouvais que ça allait tellement bien avec l'amour bidon, à la gomme. Mais c'est aussi la gomme qui sert à effacer. C'est ça, c'est pas que la gomme. Non, c'est bidon comme on disait à l'école, quoi. Ce truc-là c'est bidon, on rentre dans une époque où les choses à la gomme, tu te rappelles devenir un peu bidon, les choses deviennent un peu bidon, il faut... je veux dire, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver, quoi. Alors, il y a d'autres façons de faire l'amour, quand même. Moi, je voudrais qu'on parle de l'amour moderne. Oui. Alors, il y a quoi? Alors, il y a le Minitel. Oui, il y a le Minitel, il y a le essayé, téléphone rôle. Non, moi, si je vois pas les gens, je peux pas. Et toi? Je suis déjà emmerdé par des gens au téléphone. Minitel, t'as jamais fait? Non, moi aussi, il faut que je touche. La carte de crédit, vous avez fait le truc où on donne son numéro et on peut parler à la salope, la dominatrice. Mais non, parce que je suis pas sûr que je vais pas tomber sur une vieille. Ah bah c'est sûr, c'est une vieille qui est en train de tricoter comme ça et qui lit un texte. C'est un petit peu comme les putes à Londres, tu sais, plus Jacques Lémontin, ils ont le droit de se mettre dehors. Il y a la super vente qui est en bas et qui s'emmène là-haut, je suis vraiment là, tu vois. Disons que j'ai pas mal d'informations sur le truc par des copains comme toi, par exemple, qui y vont et j'entends beaucoup parler de ça. Je sais qu'ils tombent pas toujours sur des cadeaux, quoi. Est-ce que vous croyez pas maintenant que le fait que les couples sont obligés d'être fidèles, ça va être en retour en force des objets, les godes et tout ça, ça va parvenir ça? Moi je crois que je crois que c'est bien revenu déjà, les accessoires, ça fait un moment que ça marche. C'est un boom sur le god. Il y avait quelqu'un l'autre jour qui voulait créer un club de branlettes. Ouais, voilà, aussi par exemple. Il y a plein de bonnes idées. Alors disons que c'est la libération des sexes qu'on a obtenue, mais la libération de l'amour, pour le moment, on n'y est toujours pas non plus, quoi. Il y a la méfiance qui s'installe. Et la méfiance qui s'installe de plus en plus, quoi. Il y a en plus de plus en plus de sollicitations. Des affiches partout pour nous dire que... Ah bah toujours, Jeanne, Géraldine... Oui, c'est ça, allez-y, puis au dernier moment, mettez votre chapeau quand même. Comme on dit, buvez, mais consommez modération. Mais t'as une belle formule là-dessus aussi, parce qu'il y a des belles formules. C'était, quand tu disais c'est la vie Canada Dry, c'est-à-dire c'est la couleur de la vie, le goût de la vie, mais c'est pas la vie. C'est toi qui as dit ça? C'est bien ça. Mais je mettais pas la vie au féminin aussi. Ah ouais. En Franck, cette semaine, les chouchous, c'est sans espoir. Hein. C'est cuit. Comment tu veux qu'il trouve un chouchou là-dedans? Ah, c'est cuit, c'est râpé. Hein. C'est râpé. Même pas un TEPAS sur cette putain d'île. Enfin, pose-lui la question. Il n'y a pas d'ouvre-boîte qui ouvre, tout est rouillé. Mais tais-toi. Pose-lui la question, Franck, on verra bien. Il m'a posé la question, mon père, on connaît seul. Allez, pose-lui la question. Il n'y a personne là, ici. Qu'est-ce que tu veux nous emmerder? Moi, j'ai quelque chose à vous montrer, Franck, regardez. Ah, tu as des chouchous? Oh, il a les chouchous de la semaine. J'avais pensé à tout. Je m'étais dit que si un jour on était sur une île déserte, j'allais amener Nina Simone. Ça m'étonne pas, t'es prévoyant. Vous connaissez Nina Simone, non? Oui, j'ai des vagues souvenirs. Voilà, Nina Simone, c'est le premier qu'elle a fait à New York, dans une club de jazz. C'est quoi, New York? Et ça, c'est le dernier qui est sorti à Paris à cause de la pub Chanel que tout le monde connaît, etc. Voilà, Nina Simone, Inch'Allah, je vous aime. Voilà, il y a Billy Joel dans un concert qu'il a fait à Stalingrad. C'est d'où? À Leningrad, il y a Alexis, vous connaissez Alexis? Notre pote, le fou Alexis, qui m'a envoyé justement avant qu'on disparaisse
Il y a Ronan Gir et sa sœur, c'est des potes avec qui j'avais fait un disque. Je ne me quitterai Il y a jamais. Juliette, la belle Juliette. Moi, je te quitterai. Et puis voilà, Juliette, mais je préfère qu'on la mange, puisqu'on n'a rien d'autre à manger, voilà. il a amené la cassette Voilà, dans la boîte de concert. Voilà, la cassette, c'est une boîte à concert, maintenant, on peut la manger. Voilà, c'est mon pote Alexis. Dis-moi, mon Si vous chouchou, restez une main, vous pouvez l'ouvrir, non? est-ce que tu veux voir un clip de Nina Simone? Je rêve de voir un clip, Franck, là. Eh ben, vous allez voir un clip qui s'appelle My Baby Just Cares For Me de Nina Simone. Oh, mon chouchou. Oasis, Oasis. Mais qu'est-ce... Alors Jean-Jacques Bellex, tu fais quoi en ce moment? Je travaille avec mon petit Macintosh. J'écris. C'est vrai que tu veux t'intéresser à des choses plus... à des mythes, à des grands mythes, des grands thèmes, des choses plus éternelles? Derrière les anecdotes, il y a des choses qu'on voudrait essayer de comprendre. On commence à s'apercevoir qu'à 40 ans, on a au moins tout fait, au moins 2 fois. Et on peut continuer comme ça. Il y a un moment où on se pose quand même la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Mais je n'ai pas encore trouvé, hein, je ne vais pas te le dire ce soir. Alors, tu avais prédit 120, 130 millions de spectateurs au cinéma pour 87, ça c'était en 86. Pour 88, tu vois quoi à peu près? J'ai bien peur que ça tombe encore un peu. C'est pas comme la bourse, mais presque. C'est la faute à qui? C'est parce qu'il n'y a plus de stars ou il n'y a plus de producteurs? Non, je crois que c'est la... Je crois qu'il n'y a pas une seule raison, il y a plein de raisons. Je crois que le cinéma, il est en train de vieillir. Ouais. Je crois que, bon, il y a les télévisions, il y a la crise du cinéma français. C'est pas une crise du cinéma américain, hein. C'est pas une crise. La crise la plus grave, c'est celle du cinéma français. Donc je pense que c'est conjoncturel. Il y a un moment difficile à passer. Il y a un avenir pour le cinéma, mais le cinéma, c'est quand même un art qui est en train de vieillir. On va de plus en plus vite. Les images sont partout. Nous, les gens de cinéma, on est un peu vieux. Des fois, je me demande si on n'est pas un peu comme des mecs qui ont rêvé d'être des caporniers au moment où les premiers bateaux à vapeur arrivent. Et moi, je ne changerai pas, je continuerai à faire le caporne, mais je pense qu'on va se prendre quand même des seaux d'eau dans la tronche. Et tes ambitions américaines aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même eu l'échec de Chauve-souris où tu es parti à New York, tu as écrit... C'est pas un échec. C'est un film qui était très cher. On ne donne pas à une grenouille un film de 20 millions de dollars. Ou alors il faut du temps. Il va leur falloir du temps. Mais j'étais pratiquement arrivé à... On avait le stylo à la main. J'étais à la Columbia avec David Putnam, qui était un espoir pour tous les artistes qui existent outre-Atlantique. Et au moment où on allait signer, bing, il part. Tu perds pas espoir. Pas à cause de ça. Non, mais tu perds pas espoir. Ah, mais pas du tout. Non, je vais le faire. Je vais le faire, ce film. Je vais le faire, ce film, parce que si ce film se fait pas, ça veut dire que le cinéma n'existe plus. Alors, comme le cinéma existe encore, il va se faire. Alors, t'en es où avec le pognon? Parce que Diva, ça a quand même fait 10 millions de dollars. 37,2, ça a dû en faire 2 ou 3. T'as beaucoup d'argent? Parce que t'habites toujours à Clichy. Moi, je sais pas, chaque fois que je te vois en photo, c'est à Clichy, dans un petit appartement. Ça me fait un peu penser à Mondino, parce que Jean-Baptiste, comme ça, il doit gagner pas mal de pognon. Mais il habite toujours dans des endroits un peu... Bah, tu vois qu'il n'y a pas de fatalité. Non, je crois que c'est... parce que t'en as pas ou parce que tu le mets à la banque? Non, je crois que c'est surtout, le pognon de tous ces films. Puis, il y a plein de mecs dans le monde entier qui doivent aux films que j'ai fait, leurs Rolls, leurs piscines, leurs trucs. Moi, j'ai commencé à gagner de l'argent, disons, depuis 1 an et demi, 2 ans. Et j'ai surtout gagné de l'argent avec la pub. Peut-être je gagnerai un jour de l'argent avec le cinéma. C'est pas la finalité de la chose. Pour moi, c'est pas la finalité. Ou si je gagne de l'argent, c'est pour un jour peut-être me payer vraiment le film que j'ai envie de me payer, pour pas avoir l'humiliation d'avoir à demander l'argent à des gens. J'aime pas me sentir une danseuse. J'aime pas qu'on dise aux artistes on va vous donner le droit de faire un film. Surtout, vous occuperez rien d'autre, faites votre film. J'aime pas ça. Je pense que les artistes d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont compris que dans l'époque actuelle, pour faire la guerre, il fallait des canons, mais il fallait pas laisser à des bureaucrates le soin d'acheter les canons. Il faut s'acheter soi-même ses propres canons. Tu t'es acheté un bateau quand même? Oui, je me suis acheté un bateau il y a 4 ans. C'est ma seule richesse.
Et il est comment ce bateau? Il est beau, il est blanc, Il est ancré où là ce soir? Il est à Gruissant, tu sais, c'est là où on a tourné 37.2. Ouais. Et c'est bien plus là. Tu es marin sur ce bateau? Comment tu joues au marin? Non, je joue pas. Mais je joue pas au marin, je suis très sérieux. T'es marin? Ah ouais. Je suis un marin qui a le mal de mer. Et tu vas aux Caraïbes avec? Non. Parce que tous les mecs qui ont des bateaux, ils traversent comme ça, ils suivent les alizés, ils vont aux Caraïbes. J'ai failli faire cette année, Thierry Lhermitte m'avait proposé de partir avec lui. Mais je veux être mon patron sur mon bateau. Je veux être le capitaine de mon bateau. Je me contente de la Méditerranée. J'ai commencé avec l'Atlantique, j'ai fait le tour, j'étais aux Açores, j'ai fait l'Espagne, le Portugal, c'est déjà bien. Et puis là, depuis 3 ans, je suis en Méditerranée. J'ai pas été partout, mais j'étais dans plein d'endroits. La Méditerranée, c'est une belle mer. Belle mer. Tu pars avec Isabelle? Oui, on était cet été. Tous les deux? Ouais. Elle n'a pas eu de chance cette année parce qu'on s'est mangé une méchante tempête, mais elle a bien assuré. Tu es malade? Non, je n'étais pas malade, mais c'était assez impressionnant. Il y avait des vagues immenses la nuit, le bateau bougeait énormément, c'était très impressionnant. En plus, on entendait des voix. On avait l'impression d'entendre des chants, c'était très bizarre. Il est bon comme capitaine de bateau? Oui. Il nous a sauvés. Oh non, ça c'est charmant quand elle dit ça. Il nous a sauvés. Vous allez vous marier? Ah ben on est déjà fiancés. Moi je suis fiancé aussi, je vais bientôt me marier en mars. C'est bien là. Vous allez avoir un enfant et tout? Bah ouais, bien sûr. C'est la totale alors. Tu vas la faire tourner dans tes films? Ah ben... Parce que tous les grands cinéastes comme ça ont eu leur égérie. C'est ça, c'est parti comme ça? Elle va tourner dans Roselyne et les lions. Ouais. Elle va faire Roselyne et elle n'a pas l'air comme ça, mais tous les jours elle est dans la cage avec les lions. Tous les jours. Ils n'ont pas peur les lions? Un peu. Il y en a un qui s'est plaint. D'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Ah, merci pour ce petit cadeau. Richard. Dis donc, alors t'as beaucoup galéré quand même avant de faire L'Homme de la Manche, non? T'as fait des animations au Club Med, des animations chez Cruiser, chez Paquet, chez Costa, non? C'était dur tout ça? Qu'est-ce que tu leur faisais par exemple? Je leur faisais des jeux, je leur racontais des histoires, j'organisais des spectacles, mais j'étais plus du côté du spectacle. Et tu as fait des trucs dans des hôtels aussi, non? Dans des grands Hilton, hôtels? Sheraton, j'ai fait les croisières Paquet, et puis après ça a été Bouvard. Tu as fait ça combien de temps avant de faire Bouvard? J'ai fait 5 ans. 5 ans? Et après j'ai fait un tour du monde avec mon one-man show, qui était composé de sketchs, de chansons et surtout de claquettes. Après il y a eu Bouvard? Après Bouvard, heureusement qu'il était là. Et puis il y a eu ce grand moment dans la farandole, enfin non, à l'époque c'était Carnaval, dans le Carnaval de Sébastien, où tu as fait Fabius, qui s'énervait contre Chirac, qui était joué par Sébastien. Et toi, tu faisais la poule, tu faisais comment? La poule? Ouais, comment tu faisais? J'ai étudié les poules pendant des années. Ouais, tu fais bien. Hein. Moi, je te l'ai fait faire pour une pub. Ah oui, c'était toi, oui. Tu fais L'Homme de la Manche. Oui, et ça va nettement mieux parce que ce rôle-là, je pense que beaucoup de gens l'attendent. Et je veux dire, c'est un spectacle qui m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de plaisir. Et comme Jean-Pierre l'a dit dernièrement à une émission de télévision, c'est un spectacle où il y a une joie de vivre. On est content de le jouer et il y a une troupe extraordinaire. Alors, c'est L'Homme de la Manche de Del Wasserman, dont l'adaptation a été faite par Jacques Brel à l'époque. Hein. On croyait qu'on ne le verrait plus jamais parce que, bon, une fois que Jacques Brel était mort, on s'est dit on ne le verra plus jamais, ce truc-là. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est Jean-Luc Tardieu qui a fait la mise en scène à Nantes. Une mise en scène très, très riche. Il paraît, oui. Il avait fait Chanteclair l'année dernière. Chanteclair, oui, avec Michel Leroyer, je crois. Vous avez commencé à Nantes, vous l'avez joué combien de temps à Nantes? On l'a joué un peu plus d'un mois et on a joué quelques jours à Orléans et à Angers. Ça s'est très bien passé? Ça s'est très très bien passé parce que c'est un spectacle qui est pour tout public. C'est pas, je veux dire, pour les gens, Don Quichotte, c'est un peu rébarbatif. Ouais. Et c'est un spectacle, c'est une comédie musicale, c'est un spectacle qui est très très ouvert à tous les publics. Et les deux spectacles qui ont marché le mieux, ça a été le spectacle pour les étudiants de 14 à 20 ans.
Et c'est la première fois de ma vie que je vois des gosses de 14-20 ans en standing ovation, c'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, ils étaient debout, la larme à l'œil, en train d'applaudir. Et ça, c'est le plus grand plaisir. Content, Ah ouais, ça, c'est bien. Alors c'est à Marigny après Belmondo, non? Oui, juste après Keane. C'est-à-dire que Belmondo a arrêté le 3 et nous, on attaque le 15. Alors toi, tu fais Sancho Panza, qui fait Don Quichotte Cervantes? C'est Jean-Pierre. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, je veux dire, c'est énorme pour moi de travailler avec un personnage aussi important parce qu'il y a une maîtrise, il y a une certitude, c'est fantastique. Et puis Gene Manson qui joue le rôle de Dulcinea Alonso. Et puis je ne répéterai pas encore, mais enfin je ne répéterai pas suffisamment, mais il y a toute la troupe qui est extraordinaire parce qu'il y a des cascadeurs, des danseurs, des chanteurs. Il y a une musique extraordinaire qui est dirigée par un grand chef d'orchestre qui s'appelle Olivier Holt, qui est très jeune, qui a 27 ans. Et tout l'orchestre est très très jeune. Et je veux dire, il y a une homogénéité extraordinaire. Alors pour toi, c'est une date quand même, parce qu'après toutes ces galères et toutes ces... Je souffle. Ouais. Je souffle parce qu'on a besoin de ce genre de spectacle et on a besoin de ce genre de rôle. Et là, j'arrive à travers Sancho de pouvoir jouer, de pouvoir m'exprimer physiquement. Et ça, c'est très très important. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer dans une pièce de théâtre. On fait toujours des petites choses. Mais là, c'est vraiment... Tu chantes? Ouais, je chante. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de difficultés à chanter le rôle de Sancho parce que moi, je suis baryton. Et le rôle, la partition a été écrite pour ténor. Donc, j'étais obligé de travailler comme Jean, un peu plus de 3 ou 4 mois, et lui, un peu plus de 6 mois. Non pas parce que lui, il n'avait pas beaucoup l'habitude de chanter. Moi, j'ai l'habitude de chanter, mais avec un micro. Et dans ce spectacle, on chante sans micro. Tu peux nous en chanter un bout, là, comme si tu étais dans la loge avant de rentrer en scène? Allez, vas-y. Et moi, je suis Sancho, 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 son valet, son fils, son frère. Très bien. On va voir un extrait maintenant. Ah ouais, ouais. Un extrait de L'Homme de la Manche. Merci, Richard. Pauvre monde, impitoyable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde, regarde-moi, un chevalier te défie. Oui, je suis Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, un chevalier sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Et moi, je suis Sancho, 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 son valet, son fils, son frère. Sancho, son sale amigo, son sale suivant, mais pour toujours. Et j'en suis fier. Alors Serge Loupien, Libération. Alors c'est quoi cette histoire d'Inmates qui joue les Beatles? Ça vient de vous, ça encore? Ça vient de nous, oui. C'est-à-dire au moment de la fête de la musique, on leur a proposé de donner un concert à la Grande Halle de la Villette sur un répertoire exclusivement Beatles, parce que ça correspondait à peu près au 25e anniversaire de la sortie de Sgt Pepper. Ils étaient un petit peu réticents au départ parce que c'est pas tellement leur truc, les Beatles, c'est plutôt le côté noir de la musique en Angleterre, Rolling Stone, etc. Et puis finalement, ils ont accepté, le concert s'est très bien passé, un disque est sorti chez Mute de ce concert, et en fait, un nouveau groupe est né, pratiquement, c'est les Rolling Beatles, c'est-à-dire qu'ils ont sali, c'est parce qu'on avait un petit peu prévu ça, ils ont sali le répertoire Beatles en le noircissant au maximum. C'est vrai, quand on était petit, il y avait ceux qui aimaient les Beatles et ceux qui aimaient les Rolling Stones. Moi, j'étais plutôt de ceux qui aimaient les Beatles. Ce soir, c'est la grande réconciliation, alors. C'est la grande réconciliation. D'ailleurs, ils ont jamais été fâchés eux-mêmes. Little child, I want you dance with me. I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Little child, I want you dance with me. I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. And by my side, you're the only one to run in my. Come on, come on, come on, come on, come on. Little child, I want you dance with me. I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Oh, baby.
your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Look out, boys! I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby. Tell me you understand. Tell me that you love me, baby. Tell me you understand. Well, I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Yes, I wanna be your baby. I wanna be your man. Well, I flew up from Miami Beach, the OAC. Didn't get to bed last night. On the way to pick up back before my leave. Man, I hit a truck all night. Back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Get away so long, hauling through the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Gonna keep your comrades warm. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, you bring girls really knock me out. Will you go west behind? And these high school girls make me scream and shout. The trouble's always on my mind. All right. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Well, you bring girls really knock me out. You go west behind. And these high school girls make me scream and shout. Trouble's always on my mind. All right, show me all those lonely mountains way down the south. Take me to your daddy's farm. Let me hear your balalaika, bring it out. Gonna keep it long as long. I'm back in USSR. Don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. All right. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.